Nous nous retrouvons donc pour une 8e vidéo consacrée au chapitre 25, Espace pré-hilbersien réel. Elle est consacrée à l'étude de O de E2, le groupe orthogonal d'un espace vectoriel euclidien de dimension 2. En d'autres termes, l'ensemble des isométries d'un espace euclidien de dimension 2. On a passé la dimension 1, on en parle en remarque. Il est clair que si petit f est une isométrie d'un espace de dimension 1, petit f est déterminé de manière unique par f de E1 base orthonormale de E1. F de petit e1 doit avoir même norme que E1, donc f de petit e1 doit avoir pour norme 1. F de petit e1 doit être égal à lambda e1 avec norme de lambda e1 égale 1. Valeur absolue de lambda, norme de e1 égale 1. Donc valeur absolue de lambda égale plus ou moins 1. F de e1 égale plus ou moins e1. F égale plus ou moins l'identité. Donc on peut passer à la dimension 2. La dimension 2 va commencer par l'étude de la dimension 2 qui nous occupe maintenant, va commencer par le théorème 27, étude matricielle. On va tout simplement regarder la forme des matrices orthogonales de 2. Forme des matrices orthogonales de 2, donc, soit grand A égale ABCD, une matrice de 2 à coefficient réel, et on va chercher une condition nécessaire et suffisante pour qu'elle soit orthogonale. Je vous rappelle qu'il faut que les colonnes forment une base orthonormale, a carré plus b carré égale 1, c carré plus d carré égale 1, ac plus bd égale 0. L'idée est d'écrire cette quantité comme un déterminant. C'est bien sûr le déterminant de AB et de moins DC, AC plus BD. On peut alors transformer nos conditions. A2 plus B2 égale 1. Le deuxième va me donner, il existe lambda dans R tel que moins DC égale lambda AB. En effet, les deux vecteurs ayant un déterminant, les deux colonnes ayant un déterminant nul, elles sont liées. Comme AB est non nul puisque A2 plus B2 égale 1, alors moins DC égale lambda. On peut écrire moins DC égale lambda fois AB. Et on a toujours la condition C2 plus D2 égale 1. On va donc introduire maintenant cette condition, la condition en lambda dans la dernière ligne, et on ne va obtenir que lambda carré égale 1, puisque ça donne lambda carré A carré plus B carré. Je vais alors poser epsilon égale moins lambda, pour retomber sur les notations du théorème. Je vais donc avoir C égale moins epsilon B, D égale epsilon A, avec epsilon égale plus ou moins 1, et deux formes de matrice. Si epsilon égale plus 1, j'obtiens AB moins BA, avec A2 plus B2 égale 1. Le déterminant vaut plus 1. On a donc A dans O2 plus 2R. Si epsilon égale moins 1, on obtient AB B moins A, avec A2 plus B2 égale 1. On a alors déterminant de A égale moins 1, avec A appartenant à O2 moins 2R. Étant donné que tout point M de coordonnées AB du cercle unité, c'est-à-dire A2 plus B2 égale 1, a une affixe de la forme exponentialité, on pourra toujours bien sûr écrire A sous la forme cosinus t et B sinus t. Ceci termine la démonstration. Maintenant que le chapitre 27 nous a décrit complètement les matrices orthogonales de 2 en divisant l'ensemble en deux, les matrices de la forme RT, cosinus t, moins sinus t, cosinus t, et celles de la forme ST, cosinus t, sinus t, moins cosinus t. On va s'intéresser plus particulièrement aux matrices RT qui forment O2 plus de R, et on remarque
que les groupes O2 plus de R et O2 plus de E, les premières munies de la multiplication et les deuxièmes munies de la loi rond, sont commutatifs. Alors bien sûr, les propriétés sont équivalentes puisque si les matrices commutent, les applications commutent. Regardons cette démonstration. Sans aucun problème, il nous suffit d'effectuer le produit de la matrice RT première par la matrice RT'. On retrouve nos bonnes vieilles formules de Trigo. On obtient la matrice R indice T plus T'. T plus T' égale T' plus T, d'où la commutativité de O2 plus de R. On retrouve au passage que RT fois R moins T égale R0 égale RT moins T égale I2. Donc l'inverse de la matrice RT, c'est la matrice R moins T. Tant qu'on y est, regardons les ST. ST au carré égale I2. Donc ST moins 1 égale ST. ST est une matrice involutive. Nous nous retrouvons donc pour le théorème 29. Important. F un endomorphisme orthogonal positif. Il existe un réel T unique à 2 pi près, tel que la matrice dans la base B de F soit égale à RT. Faisons cette démonstration oralement. Si je me fixe une base orthonormée directe, la matrice de F sera égale à RT. Si je prends une autre base orthonormée directe, reste à montrer que c'est également RT. La matrice de passage entre les deux bases orthonormées directes est un élément de O2 plus de R. Étant donné que ce groupe commute, la formule B égale P-1 AP va devenir B égale A P-1 P, donc B égale A. Ainsi, dans toute base orthonormée directe, la matrice dans la base B de F est égale au même RT. Nous pouvons donc maintenant définir les rotations vectorielles de E2 et leur angle. Une rotation vectorielle de E2 est un endomorphisme dont la matrice d'une base orthonormée directe est de la forme RT. On sait que ce T est indépendant de la base orthonormée directe. Quelques remarques. L'identité de E est bien sûr une rotation. C'est la rotation d'angle de mesure nulle. Moins identité de E sera la rotation d'angle de mesure pi, étant donné que le T s'appelle la mesure de l'angle de la rotation. Passons au théorème 20, qu'on a vu. Soit E un espace euclidien orienté dimension 2, la composée des deux rotations de E d'angle respectif T et T' est la rotation d'angle de mesure T plus T'. C'est RT fois RT' égale RT plus T'. On passe maintenant au théorème, j'avais dit 20, non, c'est au théorème 30 et au théorème 31. Soit X et Y deux vecteurs normés, même de norme 1 donc. J'affirme qu'il existe une unique rotation de mesure T modulo pi telle que f de x égale y qui transforme x en y. Regardons la démonstration. J'ai donc norme de x égale norme de y égale 1. On cherche une rotation vectorielle d'angle T telle que f de x égale y. Je me choisis un x' tel que xx' soit une base orthonormée, on va même dire directe, de 2. Y s'écrira alpha x plus bêta x', oui mais norme de y égale 1, donc dans une base orthonormée, alpha carré plus bêta carré égale 1. Alpha s'écrit donc cosinus t, bêta sinus t, t unique à 2 pi près. Pour que j'appelle RT la matrice dans la base B de F, je pose
RT égale alpha bêta en première colonne. Pour que f de x égale y, il faut que la première colonne soit alpha bêta. Et si ça doit être un élément de la forme RT, la deuxième colonne donne moins bêta alpha. On a donc bien f de x égale y, f est une rotation vectorielle, le théorème est démontré. Donc je peux arriver à la définition 16. Si x et y sont deux vecteurs non nuls de E2, la mesure de l'angle orienté de xy, qui est noté xy avec un chapeau, est donnée par la rotation qui échange x sur norme de x, qui transforme x sur norme de x en y sur norme de y. Le théorème 31 exigeait des vecteurs de norme 1. X et y étant non nuls, je considère le vecteur normé associé x sur norme de x et y sur norme de y. Nous avons ici terminé l'étude des rotations. Il nous faut maintenant dire quelques mots sur les réflexions. Je rappelle qu'une réflexion de E2 est une symétrie orthogonale par rapport à une droite vectorielle. Et également, le résultat que nous avons établi plus haut, soit A et B, deux vecteurs de même norme non nuls. J'ai une fois de plus oublié que A devait être différent de B, et vous le rajouterez. Il existe une unique réflexion R, telle que R de A égale B, nous l'avons vu plus haut. Il nous faut maintenant regarder le théorème 32, qui nous dit que au moins de E2 est égal à l'ensemble des réflexions. Au moins de E2 était caractérisé jusque maintenant par les isométries négatives. Regardons cette démonstration. Pour démontrer que au moins de E2 est égal à l'ensemble des réflexions, il y a donc deux choses à montrer. D'abord, soit R une réflexion de E2, montrons que elle est élément de au moins de E2, et puis l'inclusion inverse. Une réflexion R donc est la symétrie par rapport à la droite D de vecteur directeur U que l'on peut supposer normé, de norme 1. On choisit V tel que B égale UV soit une base orthonormée, directe si on veut. La matrice dans la base B de R, eh bien, la réflexion transformera U en U et V en moins V, puisqu'on a une symétrie par rapport à U de direction V. Le déterminant de cette matrice vaut bien sûr moins 1, donc R appartient à au moins de E2. Dans l'autre sens, c'est un peu plus embêtant. Soit F appartenant à au moins de E2, sa matrice est donc une ST dans une base orthonormée. On va montrer que F est une symétrie orthogonale. On sait que ST carré égale I2, donc F est déjà une symétrie par rapport à ker de F moins l'identité de direction ker de F plus l'identité comme toute symétrie. Je commence par ker de F moins l'identité. J'écris le système qui me consiste à dire que ST fois la colonne XY égale XY. J'obtiens donc le système ici. Un petit peu de trigo me fait mettre 2 sinus T sur 2 et 2 cosinus T sur 2 en facteur dans chacune des parenthèses et je m'aperçois que j'obtiens que la parenthèse est la même au signe près entre la première et la deuxième ligne. Étant donné que le sinus et le cosinus ne peuvent pas être nuls en même temps, ker de F moins l'identité est donné par la parenthèse nulle, donc l'équation de la droite, moins sinus T sur 2x plus cosinus T sur 2y égale 0. De même, si je faisais les mêmes calculs, je trouverais que sinus T sur 2x plus sinus T sur 2y égale 0 pour ker de F plus l'identité, ce qui n'est rien d'autre que l'orthogonale de ker de F moins l'identité. Nous avons donc bien une symétrie orthogonale. Deux remarques pour terminer. On peut retrouver la droite, grâce à nos calculs précédents, on peut retrouver la droite de la réflexion associée à ST, et la matrice d'une réflexion dépend de la base choisie par opposition à celle d'une rotation. Nous reviendrons
ensemble sur ces deux dernières remarques. Je vous remercie.